Alors, semaine du 6 septembre, les actualités technologiques. Cette semaine, on commence avec une superbe création. Vous allez voir, ça va inonder le marché. Je vais vous montrer la vidéo, après ça, on en parle. Alors, c'est 01.net qui nous partage ça cette semaine. La compagnie Remarkable présente sa première tablette en e-ink de couleur, donc en encre électronique de couleur. La Remarkable Paper Pro, elle coûte 929 $ canadiens. Mais là, pour ceux qui s'exclament, mais mon Dieu, c'est cher, sachez une chose. Pour ceux qui ont des Kindle de ce monde, qui fonctionnent en e-ink, vous savez que ça a une particularité importante. Ça dure des semaines avant d'être rechargé. C'est ça, ça ne demande pas beaucoup d'énergie. Là. À moins que tu utilises le rétroéclairage la nuit. Ouais. Mais en plein jour, sans rétroéclairage, tant que tu ne rafraîchis pas la page, c'est-à-dire tant que tu ne commandes pas un changement dans l'écriture, dans l'objet, whatever, le e-ink consomme 0. Parce qu'une fois que l'encre est fixée, il n'y a plus d'électricité impliquée. C'est ça. Et la technologie de l'encre de couleur a commencé il y a quelques années avec 2 couleurs, 3 couleurs, un peu comme dans l'imprimerie au départ. Là, on arrivait, puis là, on est rendu avec, je pense, un 16 ou 32 couleurs. Et cette tablette-là, elle est vraiment extraordinaire parce qu'on peut écrire, prendre des notes, annoter, faire plein de choses avec. Je connais le monde qui ont et en sont fanboy comme Patricia et Apple. Ouais, non, ça a l'air que c'est vraiment un produit extraordinaire, d'autant plus que, paraît-il, la Remarkable a un effet de papier. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a pas sur un iPad. Okay. Donc, les gens qui aiment gribouiller, prendre des notes, ces choses-là, c'est vraiment écœurant. Puis avec la partie couleur, c'est sûr qu'on n'a pas la même profondeur de qualité d'image. On ne regardera pas une vidéo avec une e-ink. Le taux de rafraîchissement est trop lent. Mais pour ce qui est de la consultation de documents, tu es au travail, tu as besoin de consulter des documents, d'aller sur une page web rapidement. C'est vraiment ça coche. Ça vient avec un processeur assez de base, là, 2 GB de RAM, tout ça. Mais je trouvais ça vraiment impressionnant. Très bien, oui. Ça, c'est le Big Data qui nous informe que Tinder nous propose une nouveauté en Angleterre. Ça va s'en venir bientôt au Canada. Je regarde la vidéo, après ça, on la commente. Tinder lance le nouveau produit en Angleterre qui s'appelle le Tinder U, c'est-à-dire Tinder version université. C'est un peu l'équivalent de ce que Facebook a fait, mais à l'envers. C'est-à-dire Facebook a commencé dans les universités, Tinder a commencé dans le monde, puis là, il se dit on va aller dans les universités. Donc, il est difficile, il était super cute, effectivement. Ouais. Et une grosse nouveauté, c'est que pour qu'il y ait un match dans la nouvelle version, il faut que les deux swipent du bon bord. Donc, il faut que les deux soient d'accord, ce qui fait sens. Et l'option Tinder U, c'est une nouvelle option qui va être déployée un peu partout. Dans tes paramètres de Tinder, tu t'en vas dans une section qui va s'appeler, mettons, Université. Et là, tu vas pouvoir ajouter ton université. Et ils ont rajouté un niveau de sécurité parce qu'évidemment, ça va prendre une preuve que tu es en train d'étudier, comme les LinkedIn de ce monde, ces choses-là. Ça. Donc, il faut que tu rentres ton courriel d'université, ces choses-là. Et ils vont t'offrir la possibilité de voir les autres étudiants sur ton campus universitaire et ou, dans un second déploiement, la possibilité de magasiner
dans d'autres universités autour de toi? Parce que certains endroits aux États-Unis où tu peux avoir plusieurs campus universitaires très, très près les uns des autres. Oui, c'est ça. Bon, ben. Alors, TinderU, pour ceux qui veulent savoir. TNet Média, Patrice, ça a fait la une cette semaine. Ben oui. C'est complètement fou. Alors, on apprenait, ce qui n'est pas un secret pour grand monde qui suit l'actualité, on sait que depuis avant l'élection de Donald Trump, il y avait des rumeurs que les services secrets russes se servaient de l'Internet pour lancer des campagnes de désinformation. La COVID est arrivée, ça a pris de l'ampleur à pu finir. On en était témoins nous-mêmes, personnellement. Et on entend depuis quelque temps qu'il y a des fermes, des bots russes un peu partout sur X et autres plateformes qui, leur job, c'est de repartager du contenu qui est favorable au peuple russe, au gouvernement russe. Et on a découvert via les documents américains, parce que là, ils sont poursuivis aux États-Unis, qu'il y avait une compagnie aux États-Unis qui faisait de ça. C'est-à-dire qu'ils avaient engagé des influenceurs aux États-Unis et au Canada, dans lequel ils étaient grassement payés. Certains étaient payés jusqu'à 400 000 par semaine ou par mois. Par mois, Des ouais. gros contrats pour partager du fucking fake news. Et ces gens-là ne se posaient pas de question d'où venait l'argent. Et ça venait tous de deux Russes qui étaient en charge de s'occuper de cette campagne-là. Et on a appris que les têtes de TNet, qui est derrière cette espèce de... Puis ils avaient ouvert un paquet d'entreprises aux États-Unis, des prête-noms pour pouvoir faire fonctionner tout ça, vivent au Canada, à Montréal. C'est Homestown, tu m'as dit? Non, Hudson. Hudson. Donc, deux Québécois, dont une influenceuse québécoise qui serait derrière ce schème-là. On a des noms là, qui commencent à popper. Patrice m'a montré quoi tantôt, mais je ne l'ai pas en image. Mais c'est un gros scandale. C'est pas quelque chose qui m'impressionne parce que c'est comme enfin, on a une preuve de. Ouais. Puis on se doutait bien, on voit bien, là, tu vas aux États-Unis, les nouvelles sont toutes portées par 6-7 grosses têtes de fake news. Puis après ça, il y a un paquet de monde qui repartage. Puis là, à un moment donné, ça se retrouve en France, puis c'est repartagé par notre monde. Donc, narcomane, c'est pas dans partout dans les universités. Samsung demande de ne plus utiliser Message sur certains de ses plateformes, Patrice. Ouh. Samsung avait développé sa propre application d'SMS depuis des années. Et là, certains utilisateurs ont eu des messages, des pop-up de Samsung disant « Nous vous invitons à utiliser Google Messages ». Samsung n'a pas sorti de déclaration officielle, mais il y a eu des explications en background parce qu'on se demande « Mais pourquoi ils vont-tu abandonner leur système? » Mais ce qu'on apprend, c'est que c'est probablement dû à la prise en charge des SMS du côté Apple et à l'universalisation du RCS, le Rich Communication System, Rich Communication System. Et le problème avec Google Messages, c'est qu'il fallait que ton opérateur active l'option pour que ça fonctionne. Ben oui. Tandis que Google Messages autogère lui-même sur ses propres serveurs. Donc, les SMS RCS ne transigent plus via votre opérateur. Et ça, là, surprenez-vous pas, c'est pas nouveau. Là. Moi, je travaille là-dedans. Ça fait une couple d'années là, que nous, on avait des outils pour pouvoir voir as-tu ou pas reçu le SMS, ces choses-là. Ces outils-là sont presque dépassés parce qu'à peu près 100% des SMS ne transigent plus du côté opérateur. Fait qu'on les voit plus passer. C'était déjà le cas pour iMessage avec Apple. Puis là, avec les RCS de Google, c'est plus le cas. Fait que probablement que Samsung sait que il n'y a pas les reins solides pour pouvoir gérer toute l'infrastructure derrière. Fait que c'est comme un avou, un peu comme Bixby qui ont laissé tomber il y a quelques années. Ouais. Là, ça va être le message. Ouais. It may fascinate. Ça a fait chialer, Patrice. Pas, les acteurs de l'IA, tu l'as-tu vu passer? Non, je ne l'ai pas vu passer, celle-là. Il y a une grande émission spéciale qui est annoncée le 12 septembre sur le réseau ABC qui va être animée par Oprah. Et là, les acteurs majeurs de l'AI
chialent et se révoltent contre cette émission-là à cause des invités qui ont été invités. Entre autres, Bill Gates, Sam Altman de OpenAI, ces choses-là. Et leur critique étant majoritairement de OK, mais cette émission-là ne sera pas neutre, elle va nous peindre l'intelligence artificielle comme étant quelque chose de positif et qu'il faut financer. Donc, c'est en demi-teinte, c'est à voir. Moi, je vais écouter ça. C'est la semaine prochaine sur le réseau ABC. Voici l'annonce de l'émission. It may fascinate you or scare you, or if you're like me, it may do both. So let's take a breath and find out more about it. I've gathered some of our country's leading experts to answer all of our questions. You have invented something that's going to help us invent everything else. Yeah. It's happening faster than you guys thought. Absolutely. How are we even supposed to know what is real and what isn't? AI and the Future of Us, an Oprah Winfrey special, Thursday, September 12th on ABC and stream next Ça a day l'air on bon, Hulu. ça. Ça a l'air excellent. Oui, oui. Mais tu sais, one of our leading experts, puis il n'y a pas Joshua Bengio, Ouais. qui est un des chercheurs les plus reconnus mondialement en intelligence artificielle qui est à Montréal. Il n'est pas là. Tu fais comme, Ouais, OK, mais mais... Ils ont mis du monde marketing pour les États-Unis. Ouais, là, ouais. ça. Fait que, tu sais, attendons. Mais c'est du American. Là. On ne Ouais. s'attend pas à d'autres choses. Non, évidemment. La NSA recommande d'éteindre votre téléphone cellulaire une fois par semaine. Ouh. Et là, je vais vous ramener, Patrice. As-tu déjà entendu parler du jailbreak? Oui. Au début de la vie des iPhones, on avait Cydia et une gang de programmeurs qui ont fabriqué des jailbreaks sortis de prison qui permettaient de débarrer la racine de l'iPhone. Et une fois que cette racine-là était débarrée, on pouvait changer le bootloader, donc le gestionnaire d'amorçage du iPhone. Et en changeant ce gestionnaire d'amorçage-là, on avait la possibilité de injecter un nouveau système d'exploitation, donc une copie de iOS 17, dans lequel on avait préinséré une autre boutique que l'App Store, qui s'appelait à l'époque Cydia. Donc, on pouvait créer ça, puis là, les gens utilisaient ça parce que ça débarrait à peu près tout ce qu'Apple empêchait de faire. Est-ce que ça fonctionne tout le temps, ce jailbreak-là? Ou Oui, mais c'est de moins en moins efficace depuis quelques années. Ouais, c'est ça. Et je te ramène à la raison du pourquoi. Un, les gars qui faisaient ça, il y en a de moins en moins. Ouais. Puis deux, Apple a réussi à trouver des parades. Mais quand il y avait un jailbreak qui sortait, généralement, c'était presque quelques semaines après la sortie d'iOS. Et souvent, le jailbreak venait en deux versions. Tu avais la version pré-jailbreak dans lequel le jailbreak était fonctionnel, mais il ne survivait pas au redémarrage. OK. Parce que Apple, dans ses parades, avait trouvé une façon de valider le noyau au redémarrage. Et là, le noyau étant compromis, le téléphone ne redémarrait pas. Il fallait faire une restauration, puis le jailbreak ne survivait pas. Puis, il y avait la deuxième version du jailbreak qui, elle, réglait ce problème-là, mais qui prenait généralement beaucoup plus de semaines avant d'être disponible pour les gens. Et les early adopters, ceux qui aimaient beaucoup les jailbreaks, des fois, ils n'attendaient pas, puis ils téléchargeaient la première version en se disant « Tant que je ne redémarrerai pas mon iPhone, ça va être correct ». La même logique s'applique de nos jours parce que la plupart des jailbreaks qui restent, ce sont des jailbreaks qui ne survivent pas au redémarrage. Et donc, les malwares, les outils d'espionnage et ces choses-là vont souvent ne pas survivre au redémarrage. Donc, on va implanter quelque chose pour pouvoir lire tes SMS, écouter tes conversations, ces choses-là. Mais dès que vous allez redémarrer votre téléphone, l'intégrité de votre iPhone ou de votre Android va être validée. Et là, évidemment, on va se rendre compte qu'il y a de quoi qui ne va pas, puis ça va empêcher le problème. D'où la recommandation de la NSA de redémarrer au moins une fois par semaine votre téléphone. Et c'est d'autant plus important si vous êtes quelqu'un qui travaille dans une entreprise et qui vous jouez avec beaucoup de monnaie, d'argent ou vous pouvez perdre beaucoup. Faites ce petit conseil-là, c'est très pratique. Prochaine nouvelle, Dreamflare. C'est un site, Patrice, que je parlais. C'est le nouveau YouTube de la création de vidéos AI. Oui, tu en as parlé un peu tantôt, là. Alors, c'est Dreamflare. Alors, ça permet de se promener dans le site
encore là, c'est pas gratuit. Ça prend de l'argent. Faut que tu t'abonnes. Regarde, on s'en sort pas, mais ça donne ça. Oups. Ah, OK, c'est ma vidéo qui part pas tout de suite. They have erected statues in your honor, immortalizing your victories, your greatness. You are a legend. Your destiny inscribed in the history books and the collective memory. You will never be forgotten. They are celebrations in your tribute. Streets bear your name. Songs are devoted to you. But the hardest part is yet to come. C'est des centaines d'exemples comme ça. Il y a des affaires qui sont beaucoup plus longues que 30 secondes. Il y en a qui durent quelques minutes. Mais bon, moi, ça ne me rejoint pas. Mais il y en a que je suis sûr que ça va les rejoindre en partant. Nintendo nous partage son prochain Nintendo Switch, son prochain Zelda, qui va être très impressionnant, qu'on voit. Je ne laisserai pas la vidéo complète parce qu'elle dure 5 minutes, là, mais on va regarder rapidement un petit extrait du prochain Zelda. Les terres d'Hyrule sont déchirées par de mystérieuses failles. Pour retrouver un certain épéiste, ainsi que le roi d'Hyrule qui ont tous deux été engloutis, la princesse Zelda doit faire appel au pouvoir d'un être féerique du nom de Tri. Ensemble, ils vont pénétrer à l'intérieur de ces brèches qui défigurent les différentes régions afin de sauver le royaume. Lors de sa quête, Zelda devra explorer les contrées qui s'étendent à l'intérieur des failles. C'est une vidéo de présentation un peu des nouveautés du jeu. C'est-à-dire, c'est pas une vidéo très marketing dans le sens où on vous montre la beauté du jeu, mais là, on vous explique les nouvelles possibilités dans le jeu. OK, tu vas pouvoir faire ça, tu vas pouvoir sauter avec telle nouvelle arme, tu vas pouvoir te rendre à tel endroit. Il y a des mondes cachés que tu peux faire telle chose. Donc, c'est une vidéo qui est vraiment destinée aux futurs joueurs. Moi, ça me rejoint beaucoup, les Zelda Nintendo. Moi, je suis plus Nintendo dans la vie. Là. Je suis plus un peu bebelle. OK. Fait que je vais probablement acheter ça. OK. Ouais. Fait que je vais pouvoir jouer. Après Noël, là, je vais demander ça comme cadeau de Ben Noël. oui. Fait que si Marie m'écoute, ça se peut que je demande Nintendo Switch. Mais bon. Fait que c'est ça, Zelda. Intéressant. Allez voir la vidéo. Nintendo FR. Vous allez avoir cette vidéo-là au complet. Elle dure 5 minutes. X, Patrice, lançait cette semaine le X-TV. Ouais. T'as vu ça passer? Ouais, j'ai vu ça passer, ouais. C'est sur les Fire Stick, les TV Amazon. Ça va apparaître les TV Samsung de mémoire. Là. C'est en train d'être déployé un peu partout. C'est l'équivalent de ce que Facebook faisait avec Facebook Vidéo qu'ils ont retiré et que Twitter avait avant. Oui, Alors là, fait que là, les gens étaient « Oh my God! » Non. C'était déjà là, il l'avait retiré. Il l'avait retiré, ça existait avant. Il y avait déjà une application Twitter dans laquelle tu pouvais déjà voir des vidéos. C'est la même chose. Donc, tu vois ton propre stock que tu as posé en vidéo, puis tous les gens à qui tu es abonné qui ont posé des vidéos, et ensuite, c'est par sujet, nouvelles et autres, ces choses-là. Donc, Elon pense qu'il va gagner de l'argent avec ça. Je suis pas convaincu. Non, hein? Fait que ça donne ça. This is exciting. Elon Musk's new XTV app is now live, allowing users to log into their X accounts directly on their TVs. Available on LG, Amazon Fire TV, and Google TV. Simply search for XTV to install it. Here is a quick guide. Un quick guide, tu sais. Cherche X. Hey, merci de m'avoir aidé. Ben oui, hein, c'était... Wow. Qu'aurais-je fait si t'étais pas là? Ouais.
This launch could significantly impact the digital media landscape. Non, ça... on voit tout de suite dans quelle catégorie il est, le petit monsieur, hein, Patrice? Ouais. Surtout que tu voyais des photos de consumption on TV. de The Tucson. introduction of XTV is expected to intensify competition in the tech and media sector. C'est quoi tu t'en as dit? Tu voyais les photos apparaître juste avant à l'écran, puis c'était Ouais, Trump, c'est ça. puis Tucker. Oh ouais, le gars, il bande bien dur après, on s'entend. Ouais, c'est ça. Fait que lui est impressionné, c'est comme, hey buddy, ça existait avant que Elon décalisse tout. Ça fait partie des outils qu'il a enlevés qui étaient là. Share your thoughts and questions you have about this latest X development. And I look forward Hey, j'ai inventé le berlingot de lait. Ok, Ouais. ouais, ça existe déjà. Gars, on va lui donner une chance. Ouais. On ne sera pas des mauvais joueurs pareil. Fait que XTV, pour ceux que ça intéresse. J'avoue que c'est intéressant pour certaines choses. Exemple, moi, je suis un excellent journaliste concernant la campagne américaine et plusieurs personnes le connaissent. Il s'appelle William Raymond. Il est connu sur Twitter. Il est excellent. C'est un Français de France qui fait une couverture de fou. Et à chaque soir, il fait des reportages à chaque jour là, de résumé de la journée, de tout ce qui s'est passé dans le domaine politique aux États-Unis. Il y a des collaborations avec Jean-Marc Léger. Il fait note ça, Patrice, William Raymond, R-E-I-N-M-O-N-D de mémoire. OK. Très, très connu. Puis, ben, avec XTV, c'est beaucoup plus facile pour moi d'aller sur ma TV, m'allonger sur mon divan, au lieu de faire un partage d'écran, ouvrir la vidéo, faire scan, envoyer sa TV. Je peux y aller avec ma télécommande, puis c'est plus vite pour moi. C'est bien de la grosse paresse. Fait que pour moi, c'est intéressant, mais en dehors de ça, pas tant. Mais T'as pas fini, excuse, t'avais un écran noir, je dis, elle a fini. Non, c'est bon. Ouais, okay. ouais, non, c'est ça. Meta développe, puis là, je te le dis, là, moi, si j'étais à Apple, j'aurais peur de Meta. OK? Petit contexte, Apple a sorti le Vision Pro. Le Vision Pro est révolutionnaire par son design et par 2-3 aspects, entre autres, la possibilité de se rappeler des pièces dans lesquelles tu l'utilises. Ça a l'air niaiseux, mais c'est énorme. Donc, si tu ouvres, je sais pas moi, ton bureau de travail est dans ton bureau puis que tu as l'habitude d'ouvrir 3 écrans en virtuel devant toi, ben si tu prends ton casque et que tu marches vers ton bureau, les 3 écrans que tu avais positionnés dans ton bureau virtuel vont se retrouver au même endroit qu'ils étaient auparavant. Si tu écoutes Netflix dans le salon, tu vas voir, tu sais, ils se rappellent de ces choses-là. Mais pour tout ce qui est de la navigation dans l'interface, la façon d'étirer les fenêtres, c'était pas de la nouvelle mécanique. Meta avait déjà implémenté ça dans son casque Quest depuis des années. Ça marchait assez bien. Apple l'a poussé une petite affaire plus loin, une petite affaire plus fluide, un peu à la Apple. On s'attend que les choses sont toujours un peu plus sablées, veloutées du côté Apple, mais c'était pas magique. Et là, Meta s'est dit, garde, check-nous bien aller. Ils veulent s'en venir avec un compétiteur direct du Vision Pro qui est franchement trop cher. Donc, ça ne peut pas être viable au niveau du marché. Évidemment, on se doute qu'Apple va finir par sortir une version 2.3 qui va sûrement être moins chère. Mais Meta va nous sortir un casque très peu épais qui va comporter à peu près les mêmes avantages que le Vision Pro, mais au lieu de processer l'information directement dans le casque, ils ont opté pour le processer dans un appareil à part, ce qui est le cas de toutes les grandes lunettes de réalité virtuelle. Les joueurs qui sont vraiment accros, ils vont te dire, ben moi, j'ai un ordinateur de gamer, puis je fais processer toute l'info dans mon ordi. Ben, Meta va y aller. C'est la base, Patrice. Oui, si ta clientèle, c'est celle-là, c'est parfait. Là, Ben, mais même pas de question de clientèle. C'est une question que... C'est vrai que tu as le côté portabilité que tu as avec le Vision Pro, que tu n'aurais pas avec une affaire comme ça, mais
Meta prévoit que l'objet ou la bebelle qui va être à part va être portable. Donc, tu pourrais littéralement le mettre dans ton sac à dos Oui. et ton casque va simplement communiquer avec l'objet. Et comme la communication en temps réel, la star avec les protocoles HDMI over the air, ça va super bien. Donc, on n'a plus tant besoin d'avoir toute la partie computationnelle dans le casque. Donc, c'est en développement actuellement. Ça va arriver dans probablement 1 an ou 2. Donc, c'est à surveiller. Ça, c'est... Ouais, on en parle. On regarde la vidéo, après ça, j'en parle. Dude, check this out. What do you got? Looks like Reflect Orbital has a new lighting service where you can like play with the spot. But yeah, watch this. Just bring it over to us here. Isn't that crazy? No way! Vidéo promotionnelle d'une petite start-up qui a fait la viralité sur Internet en disant qu'il allait sortir un produit dans l'avenir qu'il va envoyer des grands miroirs dans l'espace et que là, les gens, à partir d'une application, vont pouvoir se commander un spot de lumière en plein milieu de la nuit. Oui. OK? Là, tu vas pouvoir faire chier ton voisin à 3 heures du matin, le spot, clique, Ouais, t'allumes ouais. ça, si la cour est éclairée. C'est écœurant, c'est très beau. Évidemment, l'entreprise en question, je ne me rappelle pas du nom, là, c'est, vous chercherez, là. C'est pas important. Elle s'est fait ramasser par les scientifiques qui ont dit, écoutez, là, calmons-nous. Là. Première des choses, il y a déjà 2 entreprises dans les années 60-70 qui ont essayé d'envoyer des voiles miroirs dans le ciel. Oui. Et ils avaient essayé des voiles de 35 mètres et ça faisait à peu près pas de lumière ou très, très peu. Puis quand ça réussissait très bien, ça éclairait pas plus que la pleine lune. Donc, on est très, très loin de ce qu'eux prétendent. Eux, ils pensent qu'ils vont créer un produit pour pouvoir alimenter des fermes de panneaux solaires la nuit, Patrice. OK? Fait que là, les scientifiques disent calmos. Ce qui a été tenté avec des miroirs très gros, ça ne marchait pas liable. Donc, ça prendrait des miroirs pas mal plus gros et pas mal mieux. Oui. Et pour JWST, de James Webb Space Telescope, c'est un miroir de 65 mètres, puis ça a coûté 18 milliards. C'est ça. OK? Fait que là, calmons-nous parce que, ton miroir de 65 mètres, copier-coller JWST serait probablement pas très efficace et tu pourrais pas faire marcher une ferme de panneaux solaires en plein milieu de la nuit. Ben non. Et serait pas assez. Fait que là, ça en va prendrait coûter cher. des centaines et des milliers. Fait que tu sais, calcule à coût de... Même si t'es à 2 milliards chaque, ça n'a juste pas de sens. Non. Fait que l'entreprise a fait une hype. Il y a plein de gens qui ont acheté des billets pour être les premiers à avoir de la lumière chez eux. OK. Je vais pas faire la prophète de malheur, mais ça se peut que ça arrive pas. Oui, c'est ça. Pauvre vous autres. Fait que c'est tout pour mes nouvelles, Patrice. J'avais En quelques as-tu nouvelles. Oui, j'en ai quelques-unes pour vous. La première, il y a 2 Québécois qui sont en bataille contre Marvel et Disney. C'est 2 illustrateurs qui ont parti d'une compagnie pour faire des illustrations, pour pouvoir développer leur propre super-héros dans les années 2000, mais qui serait différent de ce qui se faisait à ce moment-là chez Marvel. Et Marvel a comme... Ils les ont achetés pour peu qu'ils fassent rien. Ben, pas les acheter, mais ils les ont embauchés en leur disant ben on aime ce que vous faites, ça correspond peut-être à certaines choses qu'on aimerait faire. Donc, ils les ont embauchés pendant un certain temps pour pouvoir avoir accès à leur matériel. Et finalement, après un certain temps, là, les 2 illustrateurs ont décidé que ça ne fonctionnait plus. Eux voulaient continuer à leur façon, avec leur boîte, puis développer leur personnage. Sauf qu'ils se sont aperçus que dans les années qui ont suivi, Leur dessin se retrouvait d'un personnage. Wow. eux ont développé Iron Radix. Et là, ils s'aperçoivent que Iron Man 3, c'est comme pas mal proche de ce qu'ils ont fait. Hein? Fait que là, ils ont vu... Bon, il y a eu cet exemple-là. Il y a cet exemple-là aussi où c'est eux qui avaient développé à droite le dessin. Qui était plus science-fiction futuriste. Et Marvel a décidé de s'en aller dans cette direction-là
avec un certain nombre de films plutôt que d'aller dans les textures et les types de costumes plus traditionnels là, qu'ils avaient à l'origine. On voit ici en haut à gauche Ant-Man de Marvel. En bas, qu'est-ce que ces développeurs-là, ces illustrateurs-là avaient développé. Et finalement, comment Ant-Man a été représenté par Marvel par la suite, où là, on s'aperçoit que c'est vraiment similaire. Donc, ils les poursuivent pour leur droit d'auteur sur la création du contenu. Ils disent que ça a été plagié. C'est une firme d'avocats de Montréal qui poursuit Disney et Marvel présentement. Donc, le procès s'est ouvert et la poursuite est en cours présentement. On verra ce que ça donnera, mais on peut voir que ça joue dur même dans le domaine des super-héros. Il y a tellement d'argent en jeu qu'effectivement, il y en a qui sont tentés de vouloir plagier. J'ai vu ça apparaître sur les internets. On peut acheter des coussins aux couleurs des icônes d'Apple pour ceux qui voudraient avoir ça. Ils sont très hot, mais... C'est 300 piastres? Oui, c'est ça. Pour les c'est quoi, 5. t'as 5 coussins? T'as 5 coussins, oui. C'est pas donné, hein? Non, mais ils sont beaux, par exemple. Mais ils sont beaux. Il faut leur donner ça. Ils ont réussi à bien... The Finder, Music, iMessage, Note, puis... Mail en arrière. Mail. Oui. C'est ça. OK, mais non. On va en reparler un peu plus tard, mais Roborock a annoncé aujourd'hui, ou dernièrement, la Dreamy, qui est un aspirateur robot qui va permettre de descendre les marches. Parce que ça, c'est un enjeu pour les aspirateurs robots dans des maisons où il y a des paliers. On va y revenir plus tard dans notre évaluation. Ils ne rebondent pas, par exemple. Je pense que oui. Donc, ah ouais? Oui, je pense que oui. Ouais, on me dit que c'est l'ancêtre de R2D2. L'ancêtre de R2D2. Oui, c'est ça. Effectivement, ça ressemble à ça. D'ailleurs, vous ne voyez jamais dans Star Wars R2D2, me semble, descendre des marches. Non. Non, parce que ça serait quelque chose. Bon, on devrait réajuster notre commentaire. Sur ce, c'était mes nouvelles de la semaine.